Cet épisode est sponsorisé par World of Warship, un jeu de baston de navires de guerre de la Première et de la Seconde Guerre mondiale. Si quand vous étiez gamin vous aimiez couler vos bateaux en plastique dans le bain, inutile de vous dire que là on est sur un autre niveau de reconstitution. Bref, je vous laisse plus d'informations en fin d'épisode et dans la description, où vous retrouverez un lien pour télécharger World of Warship gratuitement. Bon visionnage. Mes chers camarades, bien le bonjour. Un paquebot, en temps normal, ça sert à transporter des voyageurs et des marchandises d'un point à l'autre. Mais en temps de guerre, ça peut vite trouver une utilité tout autre. Remplacer les passagers par des soldats, les marchandises par des munitions ou du ravitaillement, et paf, vous avez déjà un beau bateau prêt à faire la guerre. Mais avec de l'imagination, il est aussi possible d'en faire des hôpitaux flottants, voire d'y installer des canons pour servir directement comme navires de guerre. La Première Guerre mondiale a éclaté en plein milieu de ce que l'on appelle l'âge d'or des grands paquebots, une période où ces paquebots étaient toujours plus grands et toujours plus rapides. Et forcément, vous allez le voir, ils ont vite été mis à contribution. L'idée d'utiliser les paquebots en cas de conflit n'est pas récente, évidemment. Dès le début des années 1860, lorsque Napoléon III a octroyé à la Compagnie Générale Transatlantique des contrats postaux entre l'Europe et l'Amérique, il avait aussi en tête un usage militaire. La France était alors impliquée dans des opérations au Mexique et, bizarrement, les premiers paquebots de la compagnie servirent donc à destination de Veracruz pour y approvisionner le corps expéditionnaire sur place. Mais c'est à la fin du 19e siècle que l'idée d'utiliser des paquebots en temps de guerre de façon plus intensive se concrétise, notamment au Royaume-Uni. Les Britanniques sont la puissance maritime par excellence et ont une flotte militaire énorme et une flotte marchande qui l'est encore plus. Cependant, le souci d'une marine militaire, c'est qu'en temps de paix, ça coûte cher pour pas grand-chose. A l'inverse, les paquebots sont de plus en plus gros et rapides, et à condition d'y installer quelques canons, ils pourraient tout à fait remplir des rôles d'escorte et de patrouille tout en poursuivant leur rentable service commercial entre deux conflits. C'est ainsi qu'en 1889 est mis en service un superbe paquebot de la White Star Line, le Teutonic. Alors j'ai pas dit le Titanic, j'ai dit le Teutonic, et c'est pas vraiment le même délire. Rapide et de bonne taille, extrêmement luxueux pour l'époque, le Teutonic, suivi l'année suivante par un jumeau, le Majestic, est surtout financé par l'Amirauté. Contre une copieuse subvention annuelle, les deux navires doivent répondre à des normes de sécurité militaire et pouvoir facilement être transformés en ce que l'on appelle des croiseurs auxiliaires, c'est-à-dire des navires marchands armés. Et le succès est au rendez-vous. À sa mise en service, le Teutonic parade à la revue navale de Spithead et fait sensation auprès de ses visiteurs d'élite, notamment le Kaiser Guillaume II d'Allemagne, qui, en l'inspectant, aurait dit à son entourage « il nous en faut quelques-uns des comme ça ». Effectivement, l'Allemagne de l'époque espère à son tour jouer un rôle sur les mers et dans les colonies, et la construction d'une flotte de guerre est à l'ordre du jour. Le souhait de Guillaume II se concrétise d'ailleurs quelques années plus tard avec la mise en service du Kaiser Wilhelm der Grosse et de plusieurs autres navires du même genre, toujours plus grands et plus rapides en vue d'un service de guerre. Pour les paquebots britanniques, le baptême du feu est la Seconde Guerre des Boers de 1899 à 1902. Pour laquelle beaucoup de paquebots, souvent anciens, sont détournés de leur service habituel pour transporter en Afrique du Sud hommes, chevaux et matériel. Mais cette guerre n'implique pas de combat naval, et les navires n'ont qu'un rôle logistique, pour lequel leur taille et leur rapidité les rend assez efficaces. Bah oui, quoi de plus pratique qu'un paquebot pour transporter vite beaucoup de soldats, des armes et des vivres. La première décennie du XXe siècle voit se poursuivre la course à l'armement naval. Et l'Amirauté britannique passe un contrat encore plus ambitieux qu'auparavant avec la Cunard Line pour deux navires, le Mauretania et le Lusitania, qui sont alors de loin les paquebots les plus rapides et grands de l'époque. En fait, le Mauretania, mis en service en 1907, va garder le record de vitesse jusqu'en 1929, soit près de 22 ans. Eux aussi doivent pouvoir être transformés en croiseurs auxiliaires et participer au mieux à l'effort de guerre. Et en 1914, ils reçoivent un troisième compagnon de route, l'Aquitania, encore plus gros. À la veille de la Première Guerre mondiale, les possibilités sont donc assez vastes. Pourtant, en août 1914, lorsque la guerre éclate, le rôle premier des paquebots est bien plus simple. Permettre aux touristes américains, pris par surprise par le conflit, de fuir l'Europe avant que les choses ne dégénèrent. Durant cet été angoissant, des passagers apprennent en pleine traversée que la guerre a éclaté et s'inquiètent des risques d'être faits prisonniers. Des scènes surréalistes surviennent dans les salons où des passagers de nationalités des camps opposés se tombent dans les bras en pleurant et maudissant la guerre qui va les déchirer. Dans certains ports, jusqu'en Norvège, des Américains font la queue pendant des heures pour réserver un billet, quitte à voyager entassés dans l'entrepont avec un seul but, rentrer en sécurité.
Il faut bien imaginer qu'à cet été 1914, plusieurs paquebots réalisent leurs traversées les plus pleines, souvent dans des conditions assez difficiles. Toutes les lumières sont éteintes, il n'y a pas de possibilité de contacter qui que ce soit pour ne pas être repéré, et les équipages peignent même leurs navires en gris pour être moins visibles. Dans chaque camp, il est de la plus haute importance de s'assurer que les navires les plus précieux et leurs chargements parviennent en lieu sûr, sans danger. Certains paquebots allemands trouvent alors refuge dans des ports américains qui sont neutres. C'est le cas du Vaterland, qui est alors le plus gros paquebot du monde et qui n'a été mis en service que quelques semaines avant le début de la guerre. Parfois, il faut être inventif. Ainsi, le capitaine du paquebot allemand Kronprinzessin Cecilie fait peindre en noir le haut de ses 4 cheminées jaunes pour que son navire ressemble à l'Olympique britannique. Transportant en effet une grande quantité d'or, il ne voudrait pas être embêté avant d'avoir atteint l'Amérique. Pour d'autres paquebots, leur réquisition est directe dès leur arrivée au port. Plusieurs navires britanniques de premier plan passent ainsi sous contrôle militaire. Ils voient leurs luxueuses décorations retirées et entreposées, sont équipés de canons pourvus d'un capitaine venant de la Navy qui complète leur capitaine civil habituel et partent effectuer des patrouilles au sein d'escadrons de croiseurs ou escortent des convois de troupes venant des dominions britanniques, notamment du Canada. C'est dans une de ces opérations de patrouille qu'est stupidement perdu le premier paquebot britannique en service militaire, l'Océanique. Alors qu'il navigue en zigzag pour éviter les attaques, il s'éloigne de sa route à cause d'une confusion entre les deux capitaines et heurte des rochers avant de couler. Comme quoi parfois, l'ennemi n'a pas grand chose à faire à part pointer le bout de son nez. Du côté allemand aussi, le fameux Kaiser Wilhelm der Große et son jumeau, le Kronprinz Wilhelm, sont armés pour partir dans l'Atlantique traquer et arraisonner les navires marchands façon corsaire. Les opérations sont simples, trouver une cible civile isolée, l'effrayer de quelques coups de semonce, monter à bord pour prendre les cargaisons les plus précieuses, permettre aux passagers et membres d'équipage de sauver leur vie et s'aborder le navire capturé. Pour le premier des deux paquebots, l'aventure s'arrête dès août 1914. Après avoir pris et coulé 3 navires et en avoir épargné 2 autres qui ne transportaient pas de matériel de guerre, il s'arrête au large de Rio de Oro pour se réapprovisionner et il est attaqué par un croiseur britannique. Il coule finalement le 26 août. Les Britanniques se félicitent bien entendu de cette victoire, tandis que l'équipage allemand revendique d'avoir sabordé le navire pour qu'il ne coule pas à cause de l'ennemi. Même après un naufrage, la bataille se poursuit dans la propagande. Le Kronprinz Wilhelm, pour sa part, attaque une quinzaine de navires jusqu'au printemps 1915, lorsqu'une épidémie parmi l'équipage et le manque de charbon le forcent à se réfugier dans un port américain dont il ne peut ensuite plus repartir. Mais son histoire est absolument épique. Avec un seul navire, l'équipage a réussi à s'emparer de nombreuses proies faciles et plusieurs membres d'équipage ironisent ensuite dans la presse américaine en remerciant Français et Britanniques d'avoir jeté entre leurs mains des navires mal protégés sur lesquels ils ont pu récupérer du charbon, des vivres, des uniformes et même 2 canons afin de poursuivre leur aventure. Le premier lieutenant du navire va même dans une interview jusqu'à remercier le gouvernement britannique d'avoir si mal patrouillé dans l'Atlantique Sud et d'avoir ainsi assuré la survie du Kronprinz Wilhelm. C'est un sacré blagueur. Malgré cela, très vite, c'est une nouvelle arme qui devient un danger bien plus redoutable pour les navires britanniques. Les sous-marins allemands. Au début du conflit, ces engins n'étaient encore vus que comme des cercueils flottants, plus dangereux pour leurs équipages que pour les autres navires. Mais dès la fin 1914, leurs torpilles commencent à faire de lourds dégâts au sein de la flotte britannique. Avec les mines, qui sont un danger constant dans certaines zones et qui coulent de nombreux paquebots, cargos et navires de guerre, les sous-marins sont désormais la hantise de bien des capitaines. 2 torpillages de paquebots vont durablement marquer l'opinion, notamment aux États-Unis, au printemps et à l'été 1915. Ceux du Lusitania et de l'Arabique. Le Lusitania est sans doute, en 1915, le seul grand paquebot à continuer son service commercial. L'amirauté a en effet vite constaté que ni lui ni les autres très grands paquebots ne pouvaient efficacement servir de croiseurs auxiliaires. Étant le plus luxueux des navires en service, il continue à accueillir une clientèle d'élite, y compris américaine. Or, le 7 mai 1915, le Lusitania est torpillé au large des côtes irlandaises par un sous-marin allemand. Et il coule en emportant avec lui beaucoup de civils, dont plusieurs citoyens américains. Leurs compatriotes, encore neutres dans le conflit, sont choqués. Quelques mois plus tard, en août, l'Arabique de la White Star est à son tour torpillé au même endroit, alors que les Allemands avaient promis de ne plus attaquer les navires civils sans sommation. 3 Américains périssent et à nouveau l'opinion est secouée. Pour un temps, l'Allemagne réduit donc la guerre sous-marine pour préserver la neutralité américaine avant que la reprise de la guerre sous-marine à outrance en 1917 ne contribue à faire entrer les États-Unis dans le conflit.
Pour la plupart des paquebots, la guerre n'aboutit pourtant pas à une transformation en navire de guerre, ni à la poursuite d'un pur service commercial. Il y a bien sûr certaines lignes au long cours, comme celle de la Nouvelle-Zélande, qui sont maintenues par les navires habituels, qui, en plus des marchandises classiques, transportent du ravitaillement, des troupes ou du matériel et risquent souvent d'être interceptés. Mais pour la plupart des gros navires, de nouvelles missions émergent, et celle de transport de troupes est assez évidente. L'Olympique, par exemple, se retrouve rapidement à transporter des soldats à travers la Méditerranée pour opérer en Turquie dans la célèbre et sanglante bataille des Dardanelles. C'est également le cas du France, luxueux paquebot de 1912 qui est transformé pour amener aux Dardanelles environ 4000 soldats. Le spectacle à l'arrivée est terrible. Les tirs d'artillerie ottomans menacent les navires au mouillage, des avions allemands attaquent depuis les airs, les soldats frais transitent tandis que les blessés reviennent dans un sale état. Ces blessés sont justement un sujet de préoccupation. Comment les rapatrier ? Très vite, de gros paquebots deviennent des navires hôpitaux. Les plus grands étant le France, le Mauretania, l'Aquitania et le Britannique, jumeau du Titanic, tout juste terminé et qui n'a jamais servi commercialement. Les rotations vers les Dardanelles sont intenses et dangereuses. En novembre 1916, alors qu'il effectue son 6e voyage, le Britannique est secoué par une violente explosion au large de l'île grecque de Kea. Et ce qui précipite sa perte ce matin-là, c'est qu'il fait chaud. Très chaud. Et là, vous allez me demander, mais comment est-ce que c'est possible que la chaleur arrive à précipiter par le fond un navire ? Eh bien, il fait si chaud que beaucoup de hublots ont été laissés ouverts pour aérer les locaux. Au moment de l'explosion, très probablement due à une mine, c'est le comble de la malchance car au-delà des hublots, c'est pile l'heure de la relève des soutiers. Résultat, les portes étanches qui sont censées empêcher le navire de couler sont ouvertes. Les hublots et les portes, ouverts, laissent s'engouffrer l'eau dans le Britannique qui s'enfonce, scellant son destin. Comme on peut le voir sur cette magnifique reconstitution que l'on doit à l'équipe derrière le jeu Titanic Honor and Glory, le paquebot disparaît en moins d'une heure. Fort heureusement, aucun blessé ne se trouvait à bord, sans quoi le carnage aurait été terrible. On ne compte au contraire qu'une trentaine de victimes qui ont fait l'erreur de partir dans un canot de sauvetage sans en avoir reçu l'ordre. Résultat, les hélices du paquebot tournaient encore, les a aspirées et hachées en entier. Voilà. Pas de bol. Mais bon, après le naufrage, on peut s'imaginer que les spéculations vont bon train. Est-ce que c'est un crime de guerre ? Est-ce qu'il y a un sous-marin allemand qui a torpillé un navire hôpital ? S'il est aujourd'hui admis que c'est la thèse de la mine qui est la plus probable, la propagande de l'époque n'a pas hésité à utiliser l'événement pour dénoncer des Allemands sans âme, n'ayant que mépris pour les lois de la guerre. L'entrée en guerre des États-Unis, enfin, sonne l'heure de gloire de nombreux paquebots et cargos. Car désormais, il faut transporter en Europe toutes les troupes américaines venues rejoindre le combat et les ravitailler en matériel, en vivres et en pétrole. À partir de 1917, toute la flotte de paquebots britanniques passe sous le contrôle militaire. Tout le monde doit contribuer à l'effort de guerre. L'année suivante, il en va de même pour les paquebots français, que l'État réquisitionne, ce qui suscite l'inquiétude des compagnies qui craignent que les pertes ne soient pas compensées en cas de défaite. Les Américains s'emparent également des paquebots allemands qui s'étaient réfugiés dans leur port quand ils étaient neutres. Le Vaterland, notamment, devient le Léviathan, nom qu'il gardera d'ailleurs jusqu'à la fin des années 1930, en servant comme paquebot sous drapeau américain. Ces traversées de l'Atlantique ne sont pas de tout repos pour les troupes et les équipages. Au cours de ces nombreux voyages de transport de troupes, qui s'étendent jusqu'en 1919, l'Olympique est ainsi confronté à de nombreux dangers. En 1918, il est par exemple attaqué par un sous-marin. Mais l'équipage ne perd pas son sang-froid et décide tout simplement de foncer dedans à pleine vitesse. Et ouais, voilà. Éventré sous le choc, le sous-marin allemand coule, tout simplement. C'est brutal mais efficace. À la fin du conflit, lorsque l'Olympique part dans les chantiers pour être remis à neuf en vue de son retour à la vie civile, on trouve également sous sa coque la trace d'un impact de torpille. Celle-ci a vraisemblablement percé la coque extérieure et laissé sa forme dans les tôles d'acier, mais n'a pas explosé. Le choc est passé totalement inaperçu et l'équipage n'a sûrement jamais su à quoi il avait échappé. Ces dangereuses traversées de l'océan ont également été l'occasion d'une étrange innovation en matière de camouflage maritime. Le dazzle, inventé par le peintre Norman Wilkinson. En peignant des formes géométriques totalement irrégulières et colorées sur les navires, il est possible de rendre leur silhouette bien plus difficile à distinguer, surtout si le navire vogue en zigzag. Il n'est pas moins visible, mais il devient beaucoup plus difficile de calculer sa trajectoire et de le torpiller, ce qui donne lieu à de jolies tenues de guerre.
Quel bilan finalement pour cette guerre des paquebots ? Eh bien beaucoup ont été coulés, notamment dans les flottes britanniques et françaises, tandis que les plus gros paquebots allemands ont souvent eu la chance de rester cachés dans les ports. Pourtant, grâce aux contrats militaires, les bénéfices et les compensations sont en rendez-vous pour les compagnies des pays vainqueurs. Les profits de la Compagnie Générale Transatlantique, par exemple, explosent à partir de 1914. Ces entreprises ont donc profité de la guerre. Mais l'ont-elles voulu et approuvé ? Non. Bien au contraire, car si la guerre est rentable, elle est aussi très risquée. Jusqu'en 1918, les directeurs de la Transat le savent bien, si la France perd, ils perdront gros. Le sort des compagnies allemandes est révélateur de cet autre côté de la médaille. Après la guerre, leurs flottes sont dépouillées. Leurs plus gros paquebots sont cédés aux compagnies britanniques et françaises pour compenser les pertes. Et c'est ainsi que les gigantesques Imperator et Bismarck deviennent pour la Cunard et la White Star Line le Berengaria et le Majestic. Le premier n'a servi qu'un an sous pavillon allemand, le second n'était pas encore en service en 1914 et il est achevé avec dépit par les Allemands pour le compte de leurs ennemis d'hier. La Hapag, qui les possédait, est en miettes. Son président emblématique, Albert Ballin, qui a tant fait pour la développer au début du XXe siècle, était un proche de Guillaume II et avait tout fait pour éviter la guerre, trop mauvaise pour les affaires. Démoli par la suite des événements, celui qui avait été à la tête de la plus grande compagnie maritime du monde se suicide finalement le 9 novembre 1918, 2 jours avant l'armistice. Cette première guerre mondiale, vécue sur les paquebots, n'a pas été unique. Ceux-ci ont en effet joué un rôle encore plus vaste durant la Seconde Guerre mondiale, qui a vu les 2 plus meurtriers naufrages de l'histoire, en 1945 avec les 5000 morts du Cap Arcona, majoritairement prisonniers des camps, et avec les 10 000 réfugiés disparus transportés sur le Wilhelm Gustloff. Les transports de troupes ont également eu pendant cette guerre une ampleur encore plus grande que la précédente, comme en témoignent les photos des ponts surchargés des Queen Mary et Queen Elizabeth. Et, de l'Italie au Japon, les paquebots furent mis à contribution de façon originale, en étant parfois même transformés en porte-avions, avec plus ou moins de succès. De paquebots de luxe à hôpitaux, croiseurs, pirates ou porte-avions, ces navires sont finalement un excellent symbole de la manière dont, par temps de guerre totale, tout évolue et s'éloigne bien loin de ce que l'on connaît du monde en paix. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode préparé avec Antoine de la chaîne Histonie. Si vous la connaissez pas, franchement, foncez-y, c'est une petite perle sur YouTube et perso, j'adore m'enquiller à l'audio ces émissions quand je suis en voiture. Je vois pas le temps passer. Je vous rappelle que cet épisode est sponsorisé par World of Warship. Développé par Wargaming, vous y prenez le contrôle de navires de guerre pour pilonner tout ce qui bouge. C'est plus de 200 modèles de navires qui composent la flotte du jeu, autant vous dire qu'il y a le choix et que vous pouvez piloter tout ce que vous voulez, des croiseurs, des destroyers, des cuirassés et même des porte-avions. Si vous avez un petit côté chauvin, il y a aussi beaucoup de nations qui sont représentées dans World of Warship, comme la Russie, le Japon, l'Allemagne, les États-Unis, l'Italie et bien d'autres encore, y compris la France avec le célèbre Dunkerque. Vous pouvez retrouver le lien de téléchargement du jeu directement dans la description et pour les nouveaux joueurs, je vous donne aussi un code d'invitation, BOOM, qui va s'activer automatiquement à la création de votre compte si vous suivez ce lien. Un code d'une valeur de 25€ qui vous offre 2 navires, 7 jours de compte premium et 2,5 millions de crédits qui est la monnaie du jeu. N'hésitez pas à le tester, c'est fun, c'est gratuit et ça n'engage absolument à rien. Sur ce, je vous souhaite à tous de passer de bons moments devant votre PC ou avec vos proches dans la vraie vie parce que ça fait pas de mal. Des gros bisous.